Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptost. Je suis le professeur Chen et aujourd'hui, comme à notre habitude, on va regarder le comportement des utilisateurs de Bitcoin, on va regarder le comportement des participants au marché de Bitcoin, histoire de comprendre certaines notions qui peuvent paraître être des notions de base, mais qui, on va se rendre compte, au final, ne sont pas si évidentes à définir que ce qu'on pourrait croire. D'où le titre de cette vidéo. Comment définir un bear market ou a fortiori comment définir un bull market, comment définir ces termes et essayer de comprendre, essayer d'appréhender les phases de marché et leur évolution, les périodes de transition, les tendances haussières, les tendances baissières, comment identifier tout ça. Bon. À la base, je voulais pas vraiment faire de vidéo sur le sujet parce que je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup d'informations, mais je suis tombé sur une série de tweets en français, en anglais, hein, qui reprennent tous la même image, le même graphique, la même donnée, avec toute la même interprétation selon laquelle nous assisterions officiellement au bear market, au marché baissier le plus long de l'histoire du Bitcoin, donc à peu près 500 jours et plus. Et je trouvais ça pour le moins étonnant. Donc la donnée en soi, elle est pas folle, hein, c'est même pas une donnée on-chain, même s'ils utilisent Glassnode, là c'est juste un changement du prix sur une année roulante. Voilà, clairement. Donc je sais pas si c'est la meilleure manière de définir un bear market premièrement, et ensuite juste le fait que sur le fait une année roulante on soit juste au niveau des 30 000 et qu'on soit en baisse, est-ce que ça veut dire qu'on est en bear market? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on est censé mesurer qu'est-ce qu'un bear market? Est-ce que c'est pas au niveau du taux de douleur des participants, au niveau de à combien de pourcents en perte ils détiennent leur bitcoin? Est-ce que c'est pas des périodes particulières où les gens ils favorisent la dépense ou l'épargne? Est-ce que c'est pas des moments où il y a de l'activité ou pas d'activité sur la chaîne de bitcoin? Bref, tout ça n'est pas du tout pris en compte et ça m'avait un peu étonné. Et ça m'a du coup motivé à faire cette vidéo pour essayer de définir avec vous des cadres en fait qui vont nous aider à aller plus loin et à comprendre un peu plus aisément ce qu'est un bull market ou ce qu'est un bear market, ou du moins on va essayer de le caractériser ensemble. On va d'abord essayer de le faire avec une définition d'analyse technique assez classique, hein. On va voir que ça fonctionne plutôt bien, mais il y a des fois où on peut se poser des questions. Et ensuite, on va aller chercher différents éléments de l'analyse on-chain. On va aller chercher notamment l'activité on-chain, le comportement d'épargne et de dépenses, mais aussi la rentabilité, l'évolution de la rentabilité du marché au fur et à mesure des cycles. Et avec ces trois indicateurs, déjà, on va être capable d'avoir une vision un peu plus éclairée de ce qui se passe sur la chaîne de Bitcoin et de ce qu'on pourrait définir comme des bear markets ou des bull markets. Analysons rapidement le prix du Bitcoin sur les derniers jours. Alors on voit bien qu'actuellement nous sommes dans une phase de volatilité extrêmement basse, similaire à celle qu'on a connue durant la fin du mois de juillet 2023, mais aussi en avril, en début avril 2023. Hein. On est même aussi, on pourrait dire, en février, en fait, le marché du Bitcoin depuis 2023 est assez particulier à observer. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que vraiment on essaye de rogner tranquillement, pas vite, tout ce qui se passe au niveau des 26 000 et juste en dessous des 26 000 dollars, entre les 26 000 et les 26 800 dollars. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce d'opération psychologique assez intéressante en ce moment. On a des investisseurs à court terme, ou des gens, en tout cas des entités qui ont acheté du Bitcoin entre les 25 000 et les 30 000, je dirais même entre les 27 000 et les 30 000, c'est la tranche qui est intéressante. Et qui du coup, ces personnes-là sont typiquement des personnes qui ont loupé l'opportunité auparavant, donc ils se sont dit je vais prendre la vague en plein milieu comme ça, et ils n'ont pas pris de profit particulièrement, ils sont arrivés un peu tard, et aujourd'hui ils sont piégés parce qu'ils ont un coût d'achat qui est supérieur au coût du Bitcoin, donc ils sont dans une situation psychologique de perte latente, ce qui peut les mettre dans un état de stress et de tension psychologique assez important et les pousser, si jamais le marché se secoue suffisamment, à vendre des bitcoins à perte qui seront rachetés par des investisseurs plus résilients. Et il me semble que les teneurs de marché actuellement prennent une grande joie à secouer justement ces investisseurs, ces petites mains à court terme qui ont acheté au niveau des 27-30 000 pour essayer de les faire capituler, pour essayer de les faire vendre en perte, en panique. Et ça se voit aussi sur les marchés dérivés, parce que là on a un prix qui est très très peu volatile, il n'y a pas énormément d'activité sur les marchés spot, donc on a une activité qui n'est pas très organique en soi, organique dans le sens naturel du terme, hein. Le prix se comporte pas comme de vrai en soi si le marché n'était influencé que sur les marchés spot. Et donc là on voit bien qu'on a des bougies vertes et rouges, donc des cascades de liquidation longues, pardon, les 4 de liquidation short puis longues sur les marchés dérivés qui sont très importantes en ce moment, hein. Ça fait partie des tweets que j'avais mentionné, notamment avec les seuils de liquidité. On est capable de tracer
détecter de manière assez précise ces mouvements et de soit les contre-trades, soit les trades, ça fonctionne assez bien. Bref, tout ça pour nous dire que sur le court terme, on est dans un moment de faible volatilité où le marché est très peu organique. Là, on essaye de secouer les investisseurs qui ont acheté au-dessus des 27 jusqu'aux 30 000. Et on va bien voir ce que ça va donner, hein. Si jamais on descend en dessous des 25 000, clairement, il va y avoir la majorité des investisseurs à court terme qui vont être en perte latente et ça pourrait occasionner une cascade de vente. En fait, on pourrait avoir des investisseurs à court terme en perte qui vendent, ce qui fait baisser le prix, ce qui peut déclencher des stops sur les marchés spot, ce qui peut aussi déclencher des seuils de liquidation sur les marchés dérivés. Et là, on pourrait avoir une très jolie dégringolade directement jusqu'au 22 000, hein, 22 000, 21 000. Vu à quel point on est sur un point de stress et vu qu'il y a peu de volume en dessous au niveau on-chain, ça m'étonnerait pas qu'on puisse aller chercher les 22 000, 20 000. Ce qui n'est pas, encore une fois, grave en soi, hein. Si on reprend l'ensemble de l'année 2023, actuellement, on est toujours en train de faire des plus bas de plus en plus haut. Là, on a un plus bas qui est similaire au précédent. Pour l'instant, la tendance haussière n'est pas réellement remise en cause tant qu'on n'a pas fait un plus bas que le précédent. Et puis même si on redescend 20 000, ma foi, c'est pas dramatique du tout. Au contraire, ça constituera une opportunité d'achat pour certains et même une opportunité de short pour ceux qui veulent shorter en ce moment, si jamais ils veulent prendre le risque de le faire. Ce que je ne conseille absolument pas, hein. Moi, mon objectif, c'est pas de vous pousser à la spéculation, c'est de vous aider à comprendre le marché du Bitcoin. Et dans l'ensemble, on en est rendu à là sur le court terme. Mais sur le long terme, sur le long terme, n'oubliez pas, hein, la thématique de cette vidéo, c'est d'essayer de définir ce que sont des bear markets et des bull markets. Alors, a posteriori, c'est assez simple, hein, de définir un bull market. Le bull market, c'est le moment où on arrive en bottom, et c'est la période qui va en fait du bottom jusqu'à l'ATH suivant. Donc ça, voilà, ça on peut définir ça comme un bull market, c'est une définition qui est assez communément acceptée. Mais comment on fait déjà quand on a un bottom et qu'entre l'ATH et le bottom, c'est pas une ligne droite comme ce qu'on a pu connaître ici, mais il y a un moment de hausse, un moment de baisse et encore un moment de hausse. À quel moment on est en bull market? On est en bull market ici? Ou est-ce qu'on est en bull market dans l'ensemble de ce qui se passe depuis le bottom jusqu'à l'ATH? Bon, il n'y a pas vraiment de définition. C'est pas clair sur le sujet, mais je pense que c'est comme tout en fait. Il y a suffisamment de définitions pour que les intervenants soient divisés, et comme ils sont divisés, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, et comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, il n'y a pas de commune définition qui soit adoptée. Et mon objectif, c'est pas de faire parole d'évangile et de donner une définition universelle, hein, clairement pas. Moi, je veux juste donner le point de vue de l'analyse on-chain, hein, clairement, qui varie beaucoup de celui technique et qui, à mes yeux, donne une vision plus nette, plus précise, plus claire, plus éclairée de ce qui se passe sur le marché. Mais ça, ce n'est que mon point de vue, hein. Je trouve que les données on-chain sont en certains points supérieurs aux données techniques, même si les deux sont complémentaires, il ne faut pas dévaloriser l'une par rapport à l'autre. Dans l'ensemble, on pourrait se demander du coup, où est-ce qu'on est? Est-ce que là, on est dans un moment de bull market déjà, un peu comme la hausse qu'on a connue en 2019, avec ensuite une correction puis une grande hausse? Est-ce qu'on est encore en bear market? Est-ce que avoir fait un x2 depuis le bottom du bear market, c'est pas déjà être en bull market? Difficile à dire. Bon, pour l'instant, moi, je suppose, et même je vais me débarrasser de mes biais, et je vais supposer que nous sommes dans une phase de bull market qui est encore à ses premières heures, et que nous sommes juste dans une phase de correction après une forte hausse, hein, pendant quelques mois. On a quand même fait depuis le bottom, on a fait x2, et puis là, on corrige un petit peu. Ma foi, ça me paraît pas mal ça. On avait fait quand même x4 entre le bottom de février 2019 et juin 2019, on était passé jusqu'à 13 000, donc de 3 000 à 12 000, 13 000 environ, ce qui nous fait un x4. Et ensuite, on avait eu une correction parce qu'évidemment, le prix avait été une grande respiration haussière, demande un moment de temporisation baissière. Et je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment sur le cours du Bitcoin. C'est pour ça que cette baisse ne m'alarme pas plus que ça. D'autant plus que je sais que nous sommes vraiment aux premières heures après le bear market et que forcément, il va y avoir un moment où on va avoir une période de transition un petit peu ennuyeuse, un petit peu d'accumulation. Ça m'étonne pas. En plus, si on prend le contexte macro, avec ce qui se passe au niveau des ETF Bitcoin et le fait qu'ils vont essayer, du moins il serait favorable pour eux de pouvoir accéder à du Bitcoin le moins cher possible une fois qu'ils auront eu leur ETF spot Bitcoin accepté par la SEC, eh bien on peut comprendre qu'il peut avoir forcément une petite manipulation de marché éventuelle des teneurs de marché pour tenir le Bitcoin en dessous du point de pivot, hein, des 30 000 qui est vraiment le milieu. On est entre les 15, les 30 et les 60, c'est vraiment le milieu de ce cycle qu'on a connu de 2021 jusqu'à 2023. Et donc ça m'étonnerait pas, oui, que ça défende certains intérêts qu'on reste en dessous des 30 000 pendant encore, je sais pas, peut-être quelques mois, jusqu'à peut-être décembre, octobre, je ne sais pas. Voilà, ça c'est pas, je tire pas les ficelles, je suis pas au courant, mais il y a quand même de petites indications
indicateurs qui peuvent nous dire à qui profite le crime, entre guillemets, de temps en temps. Voilà un peu comment on va essayer d'analyser le marché aujourd'hui. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'un bull market, qu'est-ce qu'un bear market, et comment est-ce qu'on peut les définir et à partir de quelle définition. Alors, il y a des modèles. Évidemment, il y a un modèle d'analyse technique classique qui use de la moyenne mobile à 200 périodes. Vous le connaissez, j'imagine, vous l'avez déjà vu. C'est quelque chose qu'on apprend dans les toutes premières heures quand on arrive sur les marchés, notamment sur les marchés crypto ou sur les marchés financiers. Des modèles techniques, et ce modèle technique particulier, c'est un des plus classiques en soi. Vraiment, la moyenne mobile 200, elle sert de pivot au seuil bull bear, et on voit que dans l'ensemble, ça fonctionne pas trop mal. Donc, une définition des périodes haussières et baissière communément employée par les analystes techniques, c'est la suivante. Donc un bull market, c'est une période durant laquelle le prix spot est supérieur à la moyenne mobile à 200 jours. Donc la moyenne mobile 200 qu'on voit ici en vert. Le prix spot est supérieur, il est donc indiqué en bleu, nous sommes en bull market. Voilà, exactement ce qui se passe ici et ici. Et nous étions récemment en bull market apparemment selon ce modèle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'un bear market? Toujours selon ce modèle. Un bear market, c'est quoi? Un bear market, c'est du coup une période durant laquelle le prix spot se maintient en dessous de la moyenne mobile 200. C'est important de dire se maintient parce qu'il reste sur une période prolongée en dessous, et quand il vient toucher, quand le prix spot vient à la rencontre de la moyenne mobile 200, elle sert de résistance. Clairement, pendant le Dead Cat Bounce de mars-avril 2022, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc oui, on peut dire que ça fonctionne aussi. Si on regarde sur d'autres périodes, on voit que dans l'ensemble, ça fonctionne pas trop mal. Super, sauf que là, en fait, on a quoi comme information en soi? On a juste une information du prix et une dérivée du prix. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour définir ce qu'est un bull market? Est-ce qu'on n'a pas des éléments de compréhension qui peuvent nous éclairer un peu plus que simplement le prix est supérieur à ce qu'il était il y a 200 jours? Est-ce que enfin, c'est pas vraiment ça, c'est une moyenne mobile, c'est pas tout à fait le prix il y a 200 jours. Mais est-ce qu'on peut pas déjà trouver quelque chose d'un peu mieux que ça? Je sais pas. Dans l'ensemble, ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Bon, là on est censé être en bull market, ensuite après à partir d'octobre 2019, on est plus vraiment, on est entre les deux en bull en bear, je sais pas. En l'employant ce cadre, dans tous les cas, le modèle qu'on reproduit nous permet d'arriver à une conclusion, c'est que le cours du Bitcoin a entamé une nouvelle période de bear market, ici en rouge, depuis la cassure des 29 000 $. Dans l'ensemble, ça fonctionnait assez bien. On avait, à partir du 12 janvier et de la cassure des 18 000 $ haussières, on était repassé en bull market. On avait testé ensuite cette zone en tant que support avec la 200 DMA, c'était très bien. Et là maintenant, on est censé être en bear market. En plus, on a eu un petit retest en tant que résistance de la 200 DMA. Donc actuellement, on est censé être en bear market. Je suis pas certain que cette définition colle à la phase actuelle du marché du Bitcoin. Voilà, ce modèle est intéressant. Mais personnellement, vous pourrez me dire dans les commentaires s'il vous satisfait et si vous l'utilisez pour votre test d'investissement la plupart du temps. Personnellement, ce modèle ne me satisfait pas parce que je n'ai pas accès à une information qui me paraît suffisamment riche et pertinente, surtout qu'en plus ça vient à l'encontre de ce que je pense être la dynamique de marché actuelle. Bon, évidemment, c'est pas parce que je pense que ce n'est pas vrai que ce modèle est erroné. Ça, c'est le futur qui va nous le prouver. Par contre, on va essayer d'apporter des informations un peu plus diversifiées, on va dire, et un peu plus riches d'une certaine façon. On va d'abord aller essayer de mesurer l'activité on-chain sur le réseau Bitcoin. On va ici mesurer l'activité on-chain du réseau Bitcoin. En fait, en soi, on va aller compter le nombre d'adresses qui sont actives chaque jour. Alors une adresse active, c'est quoi? Une adresse active, c'est simplement une adresse qui a réalisé au moins 2 transactions valides au cours des dernières 24 heures. Voilà, c'est ça. Si vous avez fait 1 ou 2 transactions dans une journée, vous êtes une adresse qui est considérée comme active. Alors ce qui est intéressant, c'est que prendre en compte les données on-chain pour définir les périodes de bull market et de bear market, ça permet de baser notre raisonnement sur le comportement des participants. Donc avoir une vision un peu plus nuancée avec des indications un peu plus précises. C'est exactement ce qu'on va essayer de faire ici avec justement ces adresses actives. On va aller regarder un peu le prix sur une échelle de temps un peu longue et on va voir en fait que manifestement, même si l'activité des adresses a tendance à croître de manière générale, il y a quand même des périodes où on peut voir des moments de croissance importante de l'activité, où il y a vraiment énormément de personnes qui utilisent la chaîne et de plus en plus d'intervenants qui utilisent la chaîne. Et aussi des périodes durant lesquelles l'activité elle chute drastiquement, et ensuite on a des valeurs qui sont relativement basses, qu'on a apparemment à ce qu'on a vu avant, souvent entre moins 50% et moins 40% d'activité en moins, ce qui est quand même considérable. Et donc on voit que le marché il oscille entre ces croissances de l'activité, ces chutes brutales, ces stagnations, croissance, chute brutale, stagnation, potentiellement croissance à venir dans les derniers jours. Donc
L'activité on-chain, de ce point de vue-là, elle permet de définir un cadre relativement simple. Donc le bull market, ça va être la période pendant laquelle l'activité des adresses est en croissance forte et soutenue. Bon, c'est écrit en orange juste là. Je vous invite, j'en reparlerai après, mais je vous invite à aller lire l'analyse on-chain écrite qui va vous donner un peu plus d'indications avec des annotations sur les graphiques. Ce sera beaucoup plus sympa pour vous. Donc l'idéal, à mes yeux, c'est que vous écoutiez la vidéo tout en ayant un autre onglet à côté qui vous permet de lire l'analyse écrite, ça sera un peu mieux pour vous. Donc voilà. Période pour les bull market, des périodes d'activité des adresses qui sont en croissance forte et soutenue. Donc c'est des endroits, des périodes durant lesquelles l'intérêt des participants et l'engagement des participants est très important, et du coup ils sollicitent beaucoup la chaîne. Ils sont intéressés parce que du coup ils veulent faire des transactions, notamment parce qu'ils veulent potentiellement bénéficier de la hausse du prix des crypto-monnaies. Et du coup, pour ça, ils doivent utiliser le réseau, ils doivent avoir une certaine forme d'engagement, du moins c'est ce que j'appelle de l'engagement, c'est-à-dire qu'ils doivent interagir avec le réseau et donc utiliser le réseau, être actifs sur le réseau, et ça se voit de manière visible. Et ensuite, on a les bear markets. Alors le bear market, c'est quoi? C'est une période durant laquelle l'activité des adresses, elle enregistre une chute continue et drastique, mais ensuite des valeurs assez basses. Ça va être du coup la période qui est caractérisée par un intérêt plus faible, un engagement plus faible et du coup beaucoup moins de gens qui utilisent la chaîne. Hein, c'est clair, hein, on a beaucoup de spéculateurs et d'investisseurs qui utilisent la chaîne de Bitcoin pendant les bull market parce qu'ils veulent du coup bénéficier simplement des fluctuations du marché, hein, c'est vraiment quelque chose de très mercantile pour le coup. Et on a ensuite, pendant les bear market, des gens qui continuent d'utiliser Bitcoin, mais eux, ils utilisent Bitcoin pour plusieurs raisons. Soit c'est parce qu'ils font du transfert monétaire, parce qu'ils utilisent Bitcoin pour son usage principal, soit ils utilisent Bitcoin pour stocker de la donnée. Bon, ça se faisait pas beaucoup avant, mais aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui utilisent Bitcoin pour stocker la donnée. Hein. Les inscriptions grâce à la théorie ordinale et ensuite les BRC20 nous ont montré qu'on avait une nouvelle forme d'usage de la chaîne. Mais on a aussi d'autres marchands, d'autres investisseurs ou spéculateurs qui ensuite vont être actifs en bear market parce qu'ils savent que les opportunités se créent en bear market et que les opportunités d'achat se créent en bear market et que les opportunités de vente se créent en bull market. Ils achètent bas pour vendre haut. Et c'est très intéressant. Et outre ce cadre d'analyse là qui nous permet aujourd'hui du coup de définir ce qu'est un bull market ou un bear market du point de vue de l'analyse on-chain, il y a d'autres informations qui sont fournies dans ce graphique, mais je vais y revenir juste après. Donc en employant ce cadre déjà, le cadre qu'on vient de définir, bull market, bear market, avec activité des adresses croissantes ou activité faible en chute, avec un intérêt qui est plus ou moins fort ou un intérêt qui est plus ou moins faible, on est capable de voir que du point de vue de l'analyse on-chain, la période actuelle, donc je vais prendre la période sur à peu près un an, eh bien elle ressemble quand même à une période de bear market. On a une activité qui est dans le meilleur des cas aussi bonne que ce qu'elle était en mai 2022, ou dans tous les cas, en fait, on a une activité qui est stagnante. Bon, c'est vrai qu'on a une hausse, là, depuis quelques jours, on a peut-être, on est passé de 900 000 à peu près 1 million d'adresses actives, mais si on regarde sur une échelle de temps un peu plus supérieure, on se rend compte qu'on n'est pas du tout aux valeurs qu'on avait connues au sommet du bull market précédent, donc en fait, à mes yeux, pour qu'on ait vraiment un sentiment de bull market avec une activité suffisante, il faudrait au moins qu'on arrive vers les 1,2 million, voire les 1,3 million, qu'on dépasse adresse active. Pour l'instant, c'est pas le cas. On voit qu'on a des regains temporels, enfin des regains temporaires, pardon, d'activité on-chain, mais dans l'ensemble, on est encore sur une activité qui est relativement basse comparément à ce qu'elle a pu connaître avant, et pour moi, c'est un contexte qui ressemble un peu plus à un bear market, ou du moins, c'était le bear market, et là, on est peut-être en train d'en échapper, mais c'est pas encore acté du tout. Donc ça, c'est en appliquant le cadre d'analyse qu'on vient de définir à l'action de l'activité on-chain en ce moment, on se rend compte que c'est ça qui se passe. Mais il y a aussi d'autres informations, je vais pas m'étaler trop longtemps, je veux juste souligner le fait que, en se basant sur l'analyse on-chain, non pas sur l'analyse technique, on est aussi capable de timer les fins des bear markets. Hein. Voilà, par exemple, on va avoir ici l'activité on-chain, les adresses actives au 16 mai 2021 qui vont être à 1,2 million, et quelques jours après, le 28 juin, donc à peu près un mois plus tard, on est déjà descendu à 700 000 adresses actives, 765 000 précisément. Donc cette chute importante de l'activité on-chain qu'on a pu voir juste ici, boum, elle nous indique bien qu'il y a déjà eu une perte d'engagement, une perte d'intérêt énorme de la part des participants, et le fait que l'analyse technique nous suggère qu'on a un nouvel ATH au niveau des 67 000 alors qu'on avait déjà un très très beau sommet au niveau des 63, donc le fait qu'on aille juste chercher un tout petit peu plus haut ici et qu'on fasse une forme de double top a permis à certains de définir que nous étions en fait en bear market
depuis seulement novembre 2021 et que du coup le bear market aurait duré de novembre 2021 jusqu'à novembre 2022, un bear market d'à peu près un an, d'à peu près 12 mois, d'à peu près 365 jours, et j'ai du mal à me faire à cette idée. Personnellement, si je prends en compte les données de l'activité on-chain et les données qu'on va voir ensuite, non pas seulement l'activité on-chain, mais les données de comportement de dépenses d'épargne et les données de la rentabilité du marché corroborent cette version, eh bien, on se rend compte que le bear market a bien commencé en mai 2021 et qu'il a donc duré non pas 12 mois, mais environ 18 mois. On a eu un bear market assez long d'un an et demi et c'était très intéressant à observer. Personnellement, c'était mon premier bear market que j'étudiais en temps réel, hein, et merci à ceux qui sont là depuis le début, qui ont su écouter et qui ont su redonner de l'intérêt à mon travail, parce que je sais qu'au début j'ai dû te dire, parce que j'étais un peu expérimenté, deux trois bêtises, et au fur et à mesure du temps, avec l'expérience, avec le fait qu'on on se fait malmener par le marché mais qu'on gagne en expérience, eh bien on comprend mieux. Et bah, je tenais à remercier à ces gens qui m'écrivent des fois et qui me disent qu'ils étaient là depuis le début et qu'ils apprécient de plus en plus ce que je fais. C'est mon petit coucou à vous. Passez une bonne journée et j'espère que vous continuerez à apprécier ces vidéos et à les écouter dans un temps futur. Voici le cadre d'analyse on-chain qu'on a pu avoir par rapport à l'activité on-chain. Donc théoriquement, actuellement, on serait dans un cadre qui est plus proche du bear market que du bull market. On a une activité qui n'est pas encore revenue suffisamment haute pour montrer qu'il y a vraiment un engagement, un intérêt suffisant de la part des participants, même si on n'est pas trop mal. Voilà, on est sur quelque chose de correct, mais c'est encore insuffisant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est encore insuffisant pour le moment. Ensuite, on peut aller voir un peu du point de vue de la dimension du comportement d'épargne et de dépense. Alors là, on va essayer de faire autre chose. On va essayer d'apporter des éléments de réponse à notre interrogation centrale de tout à l'heure via l'étude des comportements d'épargne et de dépense. Et pour ça, il faut suivre une métrique assez particulière, c'est le pourcentage d'offres en circulation dont l'ancienneté est supérieure à un an. Bon, ça peut paraître un peu chinois, même si je trouve que c'est assez explicite dans la manière, dans la formule est assez claire en soi. On va prendre toute l'offre de Bitcoin en circulation, on va aller mesurer combien de Bitcoin n'ont pas été déplacés depuis un an. Donc combien de Bitcoin sont âgés, combien d'UTXO sont âgés d'au moins un an, parce qu'il faut savoir qu'une UTXO, tant qu'elle est détenue et qu'elle n'est pas dépensée, elle mature, elle vieillit selon le modèle des jours de pièces. Et une fois qu'elle a été dépensée, donc que ses conditions de dépense ont été changées et que c'est une nouvelle clé privée qui contrôle la capacité de dépense de cette UTXO, et bien à ce moment-là, le compteur est remis à zéro et on peut dire que cette pièce a été rajeunie et du coup elle recommence à maturer dans le portefeuille du nouvel acheteur ou de la nouvelle personne qui contrôle du moins cette UTXO. Et voilà à peu près ce qu'est cette métrique. Donc on va avoir des moments où l'ancienneté, où les bitcoins qui sont anciens vont être plus élevés que d'autres, il y a des moments où ils vont être moins élevés. On va avoir des périodes durant lesquelles on a de la maturation des bitcoins qui commencent à devenir de plus en plus anciens, et ensuite on a des périodes durant lesquelles on a du rajeunissement, les bitcoins deviennent de moins en moins anciens. Donc ça c'est intéressant à regarder. Historiquement, les chutes prolongées du pourcentage de l'offre en circulation dont l'ancienneté est supérieure à un an indique un comportement de dépense et de rajeunissement. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Inversement, les hausses prolongées de cette métrique indiquent un comportement d'épargne et de hodling. À partir de ce moment-là, on a déjà un cadre qui peut nous permettre de définir la définition du bull market. Juste, je vais vous donner rapidement ici le graphe, comme ça vous pourrez faire pause et regarder, mais je vous invite encore une fois à aller lire l'analyse écrite, hein, elle sera bien mieux pour illustrer le propos, mais déjà là vous avez une petite idée de ce que je veux vous faire passer comme information. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette métrique, vraiment, elle a une richesse d'informations assez particulière, hein, elle est quand même assez importante à regarder, et on voit bien en fait qu'on peut arriver à définir un cadre assez simple. Donc le bull market, ça va être quoi dans ce cas-là? Le bull market, ça va être la période de rajeunissement, où la dépense domine. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a d'anciens bitcoins qui sont remis en circulation par des acheteurs des cycles précédents ou des mois précédents, et ils sont souvent vendus à de nouveaux entrants en générant un profit conséquent, parce que les investisseurs à long terme, ils sont pas bêtes, ils vont attendre que la hausse soit entre guillemets acquise et certaine, et quand la hausse va commencer à vraiment monter, qu'on va dépasser l'ATH et qu'on va être dans une phase très très rentable, et bien à partir de ce moment-là, on va avoir une chute importante, on va avoir une chute importante du pourcentage de l'offre qui est ancienne, on va avoir un rajeunissement, parce que les investisseurs à long terme vont profiter de la force haussière du marché et de la demande qui est créée du coup par l'intérêt des gens qui veulent rentrer dans le marché parce qu'ils voient que ça monte et du coup il y a beaucoup de demandes, et bien ils vont vendre beaucoup de bitcoin, et cette pression de vente elle va être absorbée par toute la demande de nouveaux entrants, donc d'anciens bitcoins seront mis en circulation, souvent vendus à de nouveaux entrants en générant un profit conséquent, c'est ce que je voulais dire par là. Ensuite on a aussi le bear market. Et le bear market c'est quoi? Le bear market c'est la période
de rajeunissement faible. Donc c'est la période où l'épargne domine et les bitcoins maturent dans les portefeuilles. C'est typiquement les périodes durant lesquelles on a une pression de vente qui est supérieure à la pression d'achat, mais il y a quand même des gens pour acheter parce que les prix baissent. Et donc les hodlers, ils accumulent à mesure que le prix baisse. Ils font croître la pression d'achat jusqu'à un moment où elle s'équilibre et donc on a un prix qui repart. Donc en gros, on a une pression de vente qui est supérieure, une pression d'achat qui est supérieure durant les marchés haussiers, une pression de vente qui est supérieure durant les marchés baissiers, et du coup, une fois qu'il y a une période d'équilibre, et bah du coup, ça repart. Ce qui nous intéresse, c'est que dans ce cadre-là, eh bien, on a actuellement quelque chose d'assez important. On voit bien qu'en fait, on a les périodes de maturation et de hodling qui viennent ensuite se stabiliser au niveau d'un plateau qui symbolise la transition entre le bull market et le bear market, pour ensuite donner lieu à une chute qui nous donne l'indication d'une période de rajeunissement où la dépense domine. Donc on voit bien, période de maturation et de holding, période de dépense et de rajeunissement, période de bear market, période de bull market. Et actuellement, on est en train de potentiellement montrer qu'on serait en train de transitionner vers un comportement qui serait en dominance de dépenses et de rajeunissement. En tout cas, on voit bien que la période de hodling et de maturation, elle a eu lieu. Elle a eu lieu durant tout le bear market et actuellement on est sur un plateau et dès que ce plateau commencera à s'inverser, on aura un signal qui sera similaire à celui qu'on a eu en janvier 2016, on aura un signal qui sera similaire à celui qu'on a eu en mars 2019, on aura un signal qui sera similaire à celui qu'on a eu en septembre 2020, on aura même un signal qui sera équivalent à ce qu'on a eu en février, même janvier 2013, on aura un signal qui nous indique que les investisseurs dépensent, qu'ils rajeunissent leurs pièces. Et pourquoi ils rajeunissent leurs pièces? Ils rajeunissent leurs pièces parce que le prix monte et que du coup ils veulent réaliser des profits. Donc ce que je pense, c'est que la stagnation du prix va durer encore un petit moment. Tant que ce petit moment sera là, on aura un plateau et une fois que le prix va recommencer à monter et qu'il va dépasser les 30 000, là on va commencer à avoir de la dépense, on va commencer à avoir du rajeunissement des pièces qui sont anciennes et ça va nous indiquer que les investisseurs à long terme sont enfin décidés à réaliser des profits dans la force d'une hausse et ça pourra indiquer qu'on est au début d'un réel bull market, qu'on n'est pas juste dans un petit bull market précoce, un petit peu en phase de transition comme on l'est actuellement. Donc, en employant ces cadres, il semble actuellement que la dominance de l'épargne soit sur le point de cesser. Donc ça laisse potentiellement la place à un comportement de dépenses massif au cours des prochaines années. Voilà ce que je voulais vous présenter sur le comportement de dépenses. Donc on a vu une section sur l'activité on-chain qui était très intéressante. On a vu une section sur le comportement de dépenses qui était aussi assez riche en informations. Maintenant, on va aller observer un dernier graphique que vous connaissez probablement déjà, on l'a présenté il y a 2 semaines, on le présente assez régulièrement, on l'analyse assez régulièrement avec les membres de la communauté de Cryptost, ce sont les bandes de déviation du MVRV. Alors, qu'est-ce que le MVRV? Le MVRV, pour ceux qui ne connaisseraient pas et qui arriveraient dans cette vidéo avec peu de bagages pour l'analyse on-chain, déjà bienvenue, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez vous aussi vous prendre de passion pour cette fabuleuse discipline qu'est l'analyse on-chain. Et deuxièmement, eh bien, le MVRV, c'est un ratio qui mesure le rapport entre le cours du Bitcoin et son prix moyen d'achat. Son prix moyen d'achat qui est symbolisé par la mesure du prix réalisé, le prix réalisé qui est la mesure du dernier prix de déplacement de toutes les UTXO sur la chaîne, qui nous permet à peu près d'avoir grosso modo le prix d'achat moyen de l'ensemble du volume de Bitcoin en circulation. Ce qui se passe, c'est que du coup on va avoir un MVRV qui va être haut lorsque la rentabilité du marché est élevée, donc lorsque le prix spot est bien au-dessus du prix réalisé, et on va avoir un MVRV qui va être bas lorsque la rentabilité du marché est faible ou négative même, et que du coup le prix spot du Bitcoin va être inférieur au prix réalisé, donc inférieur au prix d'achat. Donc c'est à peu près le cadre dans lequel il faut regarder cette métrique dans l'ensemble. On voit évidemment qu'il y a clairement une tendance cyclique avec d'abord en bull market une croissance de la rentabilité, une création de richesse qui va arriver à un point de pic et ensuite on va avoir un effondrement rapide de la richesse pour arriver ensuite à un moment où la richesse est négative, on est dans une perte latente et ensuite on va repartir vers du profit latent jusqu'à arriver à un profit latent extrême et ensuite on va reperdre du profit latent jusqu'à arriver à une perte latente, jusqu'à arriver en perte latente extrême. Voilà, donc là on va essayer aujourd'hui de faire une petite analyse statistique des mouvements du ratio MVRV face à sa moyenne historique. En fait, en reprenant la méthode d'analyse qui a été introduite lors de notre dernière analyse on-chain, eh bien on peut mesurer l'évolution de la rentabilité du marché du BTC afin de situer le contexte actuel dans un cadre historique. Donc le graphique ci-bas, il met en avant les périodes de fort profit au-dessus
de la zone rouge ou de fortes pertes en dessous de la zone rouge qui rythment les marchés du Bitcoin. Rythme avec ENT, ce serait mieux. J'essaierai de ne pas faire de faute d'orthographe la prochaine fois, veuillez m'excuser. Ce qui est assez important, et je vais juste l'expliquer ici, c'est qu'en fait on va prendre, pour vraiment vous expliquer ce que vous voyez en fait, hein, parce que je pourrais aller vite et vraiment commencer à définir bull market, bear market, mais j'ai envie que vous compreniez ce que c'est, ce que vous voyez devant vous, histoire que vous puissiez vous l'approprier aussi. Alors, le MVRV, c'est du coup le ratio du rapport entre le prix réalisé et le prix spot, entre le prix moyen d'achat et le prix du marché. Ensuite, le MVRV, il évolue et il a une valeur à travers le temps. On va faire la moyenne historique de toutes les valeurs du MVRV pour arriver à la moyenne historique, du coup, en bleu ici, qui va être un peu notre seuil pour déterminer quand est-ce qu'on est en bull market ou quand est-ce qu'on est en bear market. Et ensuite, on va modifier, on va aller ajouter à ce graphique une déviation baissière extrême, donc ce qu'on appelle un écart type à 1 sigma, donc un écart type d'un ordre de grandeur en dessous et un écart type d'un ordre de grandeur au-dessus, histoire de définir les moments où statistiquement le prix du Bitcoin est extrêmement bas, ou statistiquement le prix du Bitcoin est extrêmement haut face au prix d'achat moyen du marché. Donc ça nous permet déjà de spotter, de trouver des moments de surchauffe, de surachat de Bitcoin assez important et des moments de survente, donc assez important aussi. C'est super pour timer les bottoms et les tops, mais ça on pourra y revenir plus tard et puis on peut encore affiner la chose, même si c'est déjà un signal qui est extrêmement puissant et qui est en plus accessible à beaucoup pour vraiment rien. Ça, ce graphique, soit vous le pouvez trouver gratuit sur d'autres sites, soit ça vous coûtera un petit abonnement sur Glassnode, mais ce sera très correct parce que vous aurez d'autres données avec. Bref, dans l'ensemble, c'est un signal qui est très très important et qui est assez puissant. Et du coup, il va nous permettre ici de définir ce qu'est un bull market et un bear market du point de vue de la rentabilité du marché du Bitcoin. Alors, un bull market, c'est quoi? Un bull market, c'est une période de croissance de la rentabilité du marché, donc une hausse du MVRV, qui va de la déviation baissière extrême, donc de la prise de la perte latente, enfin la perte latente extrême, jusqu'à la déviation haussière extrême, donc le profit latent extrême. Donc, toute cette période, on peut définir que c'est un bull market. Certains pourront aussi dire qu'il faut que ça parte de la moyenne historique, donc on peut aussi, pour avoir l'entièreté du bull market, on peut partir de la déviation baissière extrême pour arriver jusqu'à la déviation haussière extrême, ou si on a envie de vraiment prendre le bull market quand il est confirmé et avancé, on va prendre la cassure haussière de la moyenne historique, et là on va faire le même trajet, on va partir de la zone bleue jusqu'à la zone rouge, et ça va nous donner quelque chose de similaire. Et on peut faire ça sur tous les endroits, hein. Soit on a un bull market qui est très étendu, qui part du bottom jusqu'à la TH, soit on a un bull market qui est plus avancé, mais qui est aussi très légitime, et qui part de la moyenne historique pour arriver à la déviation haussière extrême. Donc ça, c'est notre définition du bull market, qui fonctionne assez bien, et qui d'ailleurs, vous pourrez le voir dans le graphique juste ici, donne des zones qui sont vraiment hyper importantes, enfin du moins hyper pertinentes, et qui définissent bien les phases de transition entre bull market, bear market. C'est... je suis pas peu fier de ce boulot parce que je trouve honnêtement qu'il est assez simple et qu'il est assez didactique, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez que c'est pertinent, si vous auriez aimé avoir peut-être d'autres éléments, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et donc, une fois qu'on a défini bull market, on peut définir bear market. Alors, bear market, c'est quoi? Une période de chute de la rentabilité du marché. Et c'est une période de chute de la rentabilité du marché qui va de la moyenne historique, donc un profit moyen, à la déviation baissière extrême. Donc, on peut arriver à un moment de perte latente important. D'ailleurs, il y a un petit doublon ici aussi. Ce n'est pas très important. Donc, on va de la moyenne historique jusqu'à la déviation baissière extrême. Et c'est exactement ce qu'on peut voir ici, par exemple. Moyenne historique, déviation baissière extrême. Moyenne historique, déviation baissière extrême. Donc, ici, les données on-chain indiquent que le marché se situe dans un état de ce que j'appelle le bull market précoce, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore tout à fait en bull market, mais on est déjà sorti des conditions du bear market et on est sur une dynamique qui favorise la hausse. Donc on serait sur un état de bull market précoce suite à la sortie d'un état de perte latente importante enregistré entre juillet et décembre 2022. Par contre, il faut noter quelque chose, et c'est juste le dernier petit paragraphe ici, il faut noter que la rentabilité actuelle du marché, elle est encore inférieure à sa moyenne historique. C'est assez important, donc ce qui nous suggère que nous vivons les premiers mois d'un bull market qui prendra plusieurs années à se dérouler pleinement. Donc si on doit projeter par rapport au cycle précédent, là on n'est même pas encore à la moyenne historique, on a un profit moyen d'à peu près plus 28, plus 30% sur le marché dans sa globalité, ce qui est encore très peu. La moyenne historique, elle est à plus 79, plus 80%, donc on n'est même pas à la moitié de ça. Et si on se projetait, on serait à peu près sur la période qui a suivi le bottom du bear market entre octobre 2015 et mai 2016. On serait aussi sur potentiellement la période qui est entre mars et avril 2019,
ou entre janvier et octobre 2020. Donc on serait sur ces périodes de transition où on sort des conditions du bear market, on voit bien qu'on est dans un contexte qui est bien plus favorable à la hausse, mais on n'a pas encore suffisamment d'éléments qui nous permettent de dire qu'on est en bull market, donc on est vraiment sur quelque chose de très précoce. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, voilà les définitions, diverses définitions de bull market et bear market qu'on peut avoir vis-à-vis de différents cadres on-chain, mais aussi techniques. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous faire un petit résumé des points clés qu'on a vus jusqu'ici dans cette vidéo. Donc l'ensemble des différents modèles de définition et de notions de bull market et de bear market qu'on a vu aujourd'hui nous suggère que l'appellation de bear market ne convient pas particulièrement à l'état du marché actuel. Même si du point de vue de l'analyse on-chain et du point de vue de l'activité on-chain on est encore très bas, on se rend compte qu'on est clairement en train de tendre vers la transition vers les composantes du bull market. Déjà on a une rentabilité qui s'est beaucoup améliorée depuis le bottom, et ça c'est hyper important parce que c'est un des premiers critères, la rentabilité pour les investisseurs. Parce que c'est clairement ça qui va les pousser à l'action en fait, et on se rend compte aussi qu'on est sur ce moment de plateau au niveau du comportement de d'épargne-dépense qui nous signale bien qu'on va arriver dans un comportement de dépense et de rajeunissement bientôt. Du coup à mes yeux, on n'est pas du tout dans un bear market, c'est fini, on est sur l'étape d'après, on est sur l'étape de rétablissement qui va nous amener vers un vrai bull market quoi, on n'est pas du tout là-dedans. Certains appellent ça le boring market, certains appellent ça la zone de réaccumulation, moi j'appelle ça le bull market précoce, voilà, il y a plusieurs définitions, ce qui est important c'est de savoir où on est après le bear market, on n'est pas dans un bear market. C'est ça le plus important à savoir. En regroupant les différents éléments qui permettent de définir ces termes, deux définitions basées sur les données on-chain présentées dans cette analyse pourraient être pour le bull market et pour le bear market. Ça va être important parce que là, c'est vraiment le condensé en fait de ce qu'on a pu dire avant. Le bull market, c'est quoi? Le bull market, c'est une période de croissance forte de l'activité des adresses et des frais de transaction qui est accompagnée d'un comportement de dépense et de rajeunissement soutenu au sein duquel la rentabilité du marché et la prise de profit augmente de manière prolongée. Donc on a beaucoup de personnes qui sont actives, elles dépensent des bitcoins qui sont rajeunis, et en plus ils réalisent des profits, et du moins ils sont en profit. Voilà. Et en plus ils utilisent le réseau avec des frais de transaction élevés. Ça c'est clairement un comportement de bear market, c'est ce qu'on voit durant les bear markets, c'est comme ça qu'on peut définir un bear market, un bull market, pardon, excuse-moi, c'est comme ça qu'on peut définir un bull market. Le bear market maintenant. Le bear market, c'est quoi? C'est une période de faible activité des adresses avec peu de frais qui sont payés, et accompagnée d'un comportement d'épargne et de hodling, au sein duquel la rentabilité du marché et la prise de profit chutent, laissant ultimement place à une prise de perte considérable. Voilà ce qu'est un bear market. C'est une période durant laquelle les investisseurs sont pas très actifs, ils n'utilisent pas beaucoup la chaîne, ils payent pas beaucoup de frais de transaction, ils ont un comportement qui a plus tendance à être à l'épargne, du coup si t'épargnes, bah, tu fais pas circuler ton capital, donc t'es clairement pas en train d'utiliser la chaîne, tu fais du hodling, et au sein de cette structure, la rentabilité du marché elle est de plus en plus basse, elle peut être rentable au début, puis ensuite elle chute, la prise de profit chute aussi, jusqu'à ultimement arriver à un moment où la pression est trop forte, les individus ont trop de douleurs psychologiques et ils réalisent une perte considérable. C'est la capitulation qui donne la fin du bear market. La plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est exactement ce qu'on a vu à travers tous les cycles du Bitcoin jusqu'à présent. Donc, compte tenu des différents paramètres mentionnés ci-haut, il semble que le marché du Bitcoin se trouve actuellement dans une période de hausse graduelle de la rentabilité et de la prise de profit. Bon, l'activité on-chain reste toutefois insuffisante, le comportement de dépense et de rajeunissement caractéristique des bull market avancés, il est aussi absent pour l'instant. Donc finalement, on peut affirmer que le marché se situe dans un état de bull market précoce, qui sert de transition entre la fin du bear market de 2021-2022 et le futur bull market avancé, qui se manifestera une fois que toutes les conditions de cette analyse seront réunies. Donc une fois qu'on aura une bonne activité, enfin une activité saine et consistante, une fois qu'on aura un comportement de dépense et de rajeunissement, et une fois que la rentabilité sera en croissance et que les investisseurs prendront des profits, on pourra dire sans gêne que nous sommes vraiment dans un bull market et que c'est vraiment lancé. Actuellement, on est encore en train de préparer. En préparation du bull market, mais on n'y est pas encore tout à fait. C'est pour ça que j'appelle ça un bull market un peu précoce, parce qu'on a déjà des conditions favorables, mais elles sont encore insuffisantes. Donc on n'est pas du tout dans un contexte de bear market, mais on n'est pas encore dans ce qu'est exactement un bull market. Certains appellent ça phase de transition, boring market ou zone d'accumulation. Encore une fois, c'est pas très grave. Moi, le but, on peut utiliser plusieurs mots pour définir une chose. Tant qu'on se comprend et qu'on sait où est-ce qu'on est, c'est le plus important. Donc j'espère que cette analyse vous a plu. Évidemment, vous pourrez retrouver l'article écrit sur le site de Cryptost. Vous pourrez aussi retrouver le petit thread Twitter que je vous invite à lire parce qu'il donne des informations qui sont... Voilà, je suis pas censé le faire, mais je vous ai donné des informations que des fois on est censé donner qu'à nos membres de Cryptos Research. Donc là, je vous ai fait quelques petits cadeaux. Vous avez un peu plus d'informations que ce que vous êtes censé avoir. Voilà, je vous ai donné aussi le SOPR. Mais
ça me fait plaisir des fois de partager un peu avec vous, surtout sur des thématiques qui sont aussi importantes que celles de la définition d'un bull market et d'un bear market pour situer le marché dans lequel on évolue actuellement. C'est bien que je vous donne aussi des infos un peu plus poussées, donc ça c'est cadeau, ça fait plaisir. J'espère que vous allez aimer ce petit thread. Et bien sûr, vous pourrez retrouver comme d'habitude toutes les vidéos d'Analyse On Chain dans la section Analyse On Chain de la chaîne YouTube de Cryptost. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et si vous voulez aller plus loin, que le contenu on-chain vous intéresse et que vous voulez monter en compétences et être accompagné par des experts de renom, je vous invite évidemment à rejoindre la communauté de Cryptos Research. Cryptos Research, c'est la première communauté basée sur les crypto-monnaies qui s'intéresse aux crypto-monnaies, mais aussi au Web3 en général, aux NFT, à tout ce qui touche en fait aux applications de la cryptographie pour les individus. Que ce soit sur le côté artistique, sur le côté anonymat, que ce soit sur le côté investissement, que ce soit sur le côté liberté individuelle, vous trouverez tout ce que vous voulez chez Cryptos Research. On a de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, de la mise en pratique, on a des tutos pour les airdrops, on a des sessions de live, on a tout ce que vous voulez. On a surtout des très très bons intervenants. On a Will, notre responsable, qui est un vrai GOAT. On a le fameux Vincent Gann en analyse technique. On a un super analyse fondamentale, Koban, qui nous fait des posts du futur, et évidemment vous avez l'humble Prof-Chain qui est votre analyste on-chain préféré, du moins je l'espère. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous voulez avoir 2-3 liens, je vous invite à aller cliquer sur l'article, cliquer sur le lien de Cryptos Pro et vous avez même une petite réduction de 20% pour votre premier mois, histoire de tester le produit si jamais ça vous intéresse. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Merci à tous et à bientôt.